Temps de cette journée d'études. Donc après la keynote de Romuald Normand, nous allons maintenant laisser la parole à 3 collègues directrices et directeurs de services documentaires qui vont relever le défi de présenter en 10 minutes, chacun ou chacune, le contexte de politique de site de leur territoire. Nous leur avons posé 4 questions qui nous paraissaient recouvrir les problématiques. La première, c'est « Qu'est-ce que c'est ?» La deuxième, « Pourquoi ça a été fait ?» La troisième, comment ça a été fait? Et la quatrième, et les bibliothèques et la documentation dans tout ça. Nous accueillons donc Fabrice Boyer, directeur des bibliothèques de l'Université Clermont-Auvergne, qui va faire un pitch sur la configuration de fusion dans son établissement. Ce sera suivi d'une présentation de Frédéric Saby, directeur général délégué bibliothèque et appui à la science ouverte à l'Université Grenoble-Alpes, sur la configuration d'établissements expérimental après être passé par la case fusion. Et nous terminerons avec Coralie Dunant-Vauchel, directrice des bibliothèques de l'Université de Toulon, sur l'association d'établissements Aix-Marseille Provence-Méditerranée, association qui inclut, outre l'Université de Toulon, l'Université Aix-Marseille Université, dont Joanne est bien placée pour le savoir, l'Université d'Avignon, l'Institut d'études politiques d'Aix et l'École centrale de Marseille. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation et de relever ce défi des 10 minutes pour pouvoir ensuite permettre un temps d'échange entre nous avant la pause méridienne. Fabrice, the floor is yours. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors rapidement, la première chose que Sandrine va nous en demander, c'est d'établir une carte d'identité rapide. Donc on est à peu près à 37 000 étudiants, donc 37 000 parce que le président pense qu'on arrivera en fait à 38 000 cette année, enfin, c'est une estimation. Pour mémoire, on était à 27 000 étudiants en 1999. C'est pour vous donner un petit peu un point de comparaison sur la rapidité de l'augmentation des effectifs. 4 500 étudiants internationaux, 3 200 personnels. Donc, globalement, pour retenir un autre point de comparaison, c'est à peu près la moitié de Aix-Marseille, je crois. Hein. Voilà. Qui doit être à 78 000 étudiants et à peu près 7 ou 8 000 personnels. 40 laboratoires, 3 fédérations de recherche et 3 LabEx, 6 campus qui sont répartis sur les 4 départements auvergnats, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal et l'Allier. 6 instituts, je reviendrai là-dessus sur ce que c'est qu'un institut dans la nouvelle organisation, et un label ICIT, Clermont Cap 2025. Donc rapidement, pour vous expliquer quand même par cette illustration tirée de Wikicommons, qu'on dit l'Auvergne, mais en fait il y a des Auvergnes, c'est comme souvent le cas, que d'un point de vue de la, des pôles de vie économique, etc., la partie nord de la Haute-Loire est clairement dans l'orbite de Saint-Étienne, donc ça correspond à l'arrondissement d'Issingeaux. Mais par contre, Clermont est considéré comme, à tort ou à raison je pense, comme la capitale du Massif central, donc irradie vers la Nièvre, le sud du Berry, la Creuse, la Corrèze, l'Aveyron et la Lozère. Bon, d'un point de vue de l'histoire, c'est d'où venons-nous? L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait tout fait pour qu'en fait il y ait 2 universités. Donc une université juridique, économique et médicale, Clermont 1, et une université lettres et sciences, hein, en gros. Donc cette scission date de 1976. Et ensuite, il y a eu un long processus avec comme élément marquant la création d'un press en 2008 qui a accompagné finalement l'évolution du site. On a tiré parti de la loi de 2013 sur le SR, et en 2017, il y a eu la fusion de Clermont 1 et Clermont 2 pour donner naissance à l'université Clermont-Auvergne. Depuis lors, il y a eu une autre étape de franchie,
et il faut avoir clairement en tête le rôle de l'ICIT en la matière. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chemin de fer, hein, et dans les éléments posés devant le jury international, il y avait la reconfiguration du site universitaire avec sa nouvelle évolution, qui a consisté à la création d'un établissement public expérimental et en son sein, l'édification, en quelque sorte, la naissance d'un institut national polytechnique qui est en fait la somme de Sigma Clermont, la grosse école d'ingénieurs qui était externe, et de 2 écoles d'ingénieurs internes. Alors, une des remarques qui a été faite récemment par la HERS, c'est la nécessité qu'il y a à renforcer le sentiment d'appartenance. Il y a une identité qui est claire, mais il faut renforcer le sentiment d'appartenance en interne. Il faut aussi dire les choses qui sont à améliorer. L'autre chose à dire sur l'évolution du site, c'est que d'un point de vue structurel, le pion suivant, hein, c'était de restructurer l'ensemble des relations entre l'Université Clermont-Auvergne et ses partenaires, à travers le conseil des membres et des associés, dont les relations sont très étroites, encore plus étroites, c'était ça l'objectif, une réunion par mois, et on y discute de la définition du COMESUP. Le COMESUP, c'est en gros le contrat qui lie le site à la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, et la définition des programmes ICIT, qui sont les programmes structurants. Donc, qu'est-ce que c'est que ce site Université Clermont-Auvergne, donc différencié d'un côté l'UCA et de l'autre le site UCA. Donc, le site UCA, c'est à la fois l'UCA en tant que tel, l'INP, c'est-à-dire l'institut composante qui est représenté aussi à ce niveau-là, les organismes de recherche. Donc, en local, nous avons notamment l'INRAE, c'est le 2e INRAE de France, VETAGROSUP, qui est une école qui est sur 2 sites, Lyon et Clermont, et qui relève de l'agriculture. L'école supérieure de commerce, l'école supérieure d'art, l'école supérieure d'architecture. Le CRUS, 2 poids lourds, à la fois en local et à l'international, Michelin et Limagrin, qui sont là pour représenter les aspects économiques. Le CHRU et le centre Jean Perrin, qui est un centre spécialisé sur le cancer. Bien. Pourquoi cette évolution? Simplement parce que la volonté, c'était, en toute logique, hein, de fusionner la gouvernance de l'ICIT, le label dont j'ai déjà parlé, et celle de l'UCA. Il ne faut pas oublier la question, la montée en charge de l'universitarisation, je vais y arriver, de certaines filières, notamment les filières médico-sociales. Et enfin, à mettre au titre des informations importantes, l'UCA, pour le coup, pas le site, mais l'UCA, devrait, en toute logique, s'étendre encore au 1er janvier 2022, avec l'intégration de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, qui a évidemment cette spécificité de relever d'un autre ministère que celui de l'ESR, puisqu'il relève de la culture. Alors, quels sont les objectifs du site UCA, et par là même, en toute logique, de l'Université Clermont-Auvergne? Vous voyez les items, hein, sur la diapositive. La poursuite du développement d'une université internationale porteuse de la signature du site. La valorisation de la recherche, transfert de technologies, création d'entreprises, avec la volonté d'avoir le label Pôle universitaire d'innovation, une stratégie d'internationalisation du site, la contribution de l'université aux dynamiques territoriales, ça c'est un des points forts de l'Université Clermont-Auvergne, l'inscription de tous les publics dans les trajectoires académiques et professionnelles, et l'adaptation de l'EPUCA à ses missions et à son périmètre à travers l'élaboration d'un certain nombre de schémas directeurs.
Pour ce qui est de la documentation, c'est-à-dire le service dont je m'occupe, donc nous avons le projet du Learning Centre qui va ouvrir normalement, si tout se passe bien, en septembre 2024, avec des implantations relais dans les territoires. Et ça, c'est en liaison quand même avec les modifications pédagogiques qui sont intégrées au projet ICIT CAPA 25. Un axe sur la science ouverte et la diffusion de la culture scientifique affirmée. L'intégration au 1er janvier 2022 des herbiers universitaires. Donc là, ça rejoint une problématique qui a été évoquée hier dans le cadre de la commission recherche, c'est-à-dire le fait que, de plus en plus fréquemment en tout cas, le cas se rencontre d'une gestion du patrimoine scientifique par le SCD. Donc en l'occurrence, ce sont des IGE, des IGR. Un dossier à instruire pour savoir comment articuler la documentation de l'école d'architecture à celle de l'université. Je vous ai dit que les deux tutelles étaient différentes, donc c'est un fonctionnement qui peut avoir. Et donc on va essayer, on s'y attelle, on a déjà eu deux premières réunions entre juillet et septembre, et on a une réunion par mois jusqu'à la conclusion des scénarios en décembre. Une collaboration fructueuse à maintenir avec le CHRU. Voilà, donc ça c'est un point aussi notable. Et là, pour le coup, c'est quelque chose à laquelle je tiens particulièrement. Une collaboration avec les collectivités locales pour autant que cela a un sens. Et la toute récente actu, c'est la résidence d'un multimédien pour l'année 21-22 avec la métropole. J'ai rentré parfaitement le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Merci pour cette présentation qui, je pense, devrait susciter des questions, et notamment ce lien entre fusion, IDEX-ICIT et établissement expérimental, opportunité pour la documentation. Et donc, on va voir un deuxième exemple avec Frédéric, à qui je laisse la parole. Je ne crois pas relever de l'université Clermont-Auvergne. Ou alors, je ne sais pas, Fabrice, il doit commencer à s'inquiéter là. Il se dit, que se passe-t-il? Moi aussi, je me dis. Non, moi, je suis à l'université de Grenoble-Alpes. Mais UGA et UCA, ça se ressemble. Je pense que c'est l'UCA à copier sur nous. Ça me paraît évident. Alors, l'université de Grenoble-Alpes, je vais faire une présentation un peu synthétique de tout ça, et puis on répondra aux questions ensuite. L'université de Grenoble-Alpes aujourd'hui, c'est un statut d'établissement public expérimental, donc au sens de l'ordonnance de 2018, et qui aujourd'hui constitue donc un emboîtement assez complexe. Donc l'UGA, ce que j'appelle l'UGA 2016, c'est-à-dire la première phase de la fusion des universités de Grenoble. Cette première phase de fusion, 1er janvier 2016, a traité le sort de 3 anciennes universités de Grenoble, donc l'université Joseph Fourier, qui était l'université scientifique, Grenoble 1, l'université Pierre Mendès France, qui était l'université des sciences sociales, Grenoble 2, et l'université Stendhal, qui était l'université littéraire, Grenoble 3. Donc ça a été la constitution de l'UGA, mais statut classique de PSCP, en 2016. Et parallèlement à l'UGA en 2016, existait une commu qui rassemblait l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche du site. La création de l'EPE il y a 1 an et demi, 2020, a rassemblé l'UGA 2016 et la commu, qui ont fusionné pour former un premier noyau de l'EPE. Et ont été agrégés à l'établissement public expérimental 3 établissements composantes, au sens de l'ordonnance de 2018, donc, qui conservent leur personnalité morale. On les appelle dans les statuts de l'UGA modèle 2020 des composantes
avec personnalité morale, les CAPM. Elles sont au nombre de 3, c'est CAPM, c'est Grenoble INP, donc l'Institut National Polytechnique. C'est une vieille institution grenobloise qui remonte au tournant du 19e et 20e siècle, avec un très fort lien avec le monde industriel grenoblois. C'est aussi en lien historiquement avec les affaires de la houille blanche, etc. C'est très intéressant du point de vue historique. L'Institut d'études politiques et l'école d'architecture. Donc c'est 3 établissements composantes, donc CAPM pour reprendre le jargon EPE grenoblois, constitue avec le noyau UGA plus ancienne commu cet établissement public expérimental. Donc les statuts ont été adoptés en juin 2019 par les différents CA et le décret de création a été publié au journal officiel du 3 novembre 2019 et la création a été effective au 1er janvier suivant. 55 000 étudiants, donc un peu plus que Clermont-Auvergne, un peu moins que Aix-Marseille Université, 6 600 personnels. Voilà le tableau que représente cette université aujourd'hui. Alors, voilà, les cartes fonctionnent. C'est bien parce qu'on a eu des soucis d'affichage de ces cartes. Alors, je vous ai mis 2 cartes ici. J'espère qu'elles sont lisibles depuis depuis la salle. Ce sont des cartes officielles de l'université. L'une qui montre l'agglomération de Grenoble où se concentre l'essentiel de l'activité universitaire en termes de nombre. Je n'irai pas dire que c'est une autre justification. Et puis la carte d'à côté, qui est celle des bibliothèques universitaires, mais qui reprend en fait les implantations générales de l'université de Grenoble-Alpes. C'est une carte plus régionale. On n'a pas de pointeur. Si, est-ce qu'il y en a un sur le... Ici, oui. C'est quoi, c'est ça? Oui, parfait. Alors, un peu de géographie grenobloise. Vous reconnaissez ici ce qu'on appelle vulgairement l'Y grenoblois. Voilà, les 3 branches de l'Y sont celles-ci, avec les 3 massifs de montagnes qui cernent Grenoble et qui commandent sa géographie, le massif de la Chartreuse au nord, le massif du Vercors à l'ouest et le massif de Beldonne à l'est. Et au milieu de ce cirque de montagnes, l'agglomération de Grenoble, donc, qui du point de vue de l'organisation territoriale est une métropole, avec les implantations universitaires que vous voyez avec les points bleus qui sont répartis ici, et qui, comme vous le remarquez, couvre l'ensemble de l'agglomération en fait. C'est une des particularités, on n'est pas les seuls, mais c'est une des particularités à Grenoble, et le gros noyau, c'est celui du campus de Saint-Martin-d'Air et Gières ici, mais un autre gros noyau, c'est celui-ci, donc le confluent du Drac et de l'Isère, qui est un ancien polygone d'artillerie qui a été investi par le monde académique dans le courant tout au long du XXe siècle, et où se trouvent de nombreuses implantations à la fois universitaires et de recherche, où se trouvent notamment beaucoup d'implantations de Grenoble INP, où se trouve le CEA, et où se trouve un grand nombre des laboratoires du CNRS. Le sud de l'agglomération est occupé aussi par beaucoup d'implantations universitaires. Donc effectivement, la reconfiguration de 2016 puis de 2020 a rassemblé dans une même entité ce monde académique qui est extrêmement dispersé sur l'ensemble de l'agglomération. Et si on prend la carte d'à côté, c'est d'une certaine manière une carte de la région, de la partie Rhône-Alpes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ce grand cercle que vous voyez ici, la partie sud de ce grand cercle, c'est Valence. Et la partie nord, vous voyez qu'elle touche à la pointe du Léman, et donc aux confins de la Haute-Savoie et de la Suisse. Et l'université de Grenoble-Alpes aujourd'hui a des implantations de ce très vaste ensemble qui couvre en fait l'ensemble du territoire de l'Académie de Grenoble,
telle qu'elle a été créée au XIXe siècle, et avec cette particularité aussi, mais qui est due à la question des inspects en fait, hein, que nous allons marcher sur le territoire de l'USMB, ce qui constitue aussi une forme de bizarrerie. Alors, dans cet ensemble, et pour répondre aux questions qui nous étaient posées, pourquoi cette configuration a-t-elle été faite? Bon, la réponse est assez simple à ça. En fait, il y a deux raisons. Et ce sont deux raisons qu'on retrouve dans beaucoup d'autres sites en France. La première raison, on en a parlé ce matin dans la conférence introductive, ce sont les classements internationaux, et notamment le classement de Shanghai. La deuxième raison, c'est l'IDEX. Sur les classements internationaux, l'objectif était très simple. Il nous a d'ailleurs été énoncé comme tel et sans autre forme de procès, si j'ose dire. Il fallait remonter dans les classements internationaux, être plus visible de manière internationale. Ça a fonctionné, reconnaissons-le, sans ambiguïté, ça a fonctionné. On a même brièvement l'année dernière atteint le top 100 des universités mondiales. Pour des raisons que mal élucidées, en tout cas de ma part, il me reste 3 minutes. C'est bon, André, je vais m'en sortir. On est repassé cette année au-dessus de la barre des 100, mais bon, voilà, on tourne autour de cette barre des 100, ce qui est un objectif atteint dans ces deux objectifs qui avaient été fixés au départ. Et le deuxième objectif, c'est l'affaire de l'IDEX, effectivement. Une des conditions qui était requise pour obtenir le financement IDEX, c'était la fusion des universités en deux phases, la phase de 2016 et la phase de 2020. Ça a fonctionné. L'IDEX a été obtenu. Je n'ai plus en tête la vague d'IDEX dans laquelle on l'a obtenu. On a eu un premier échec là, au départ et on l'a obtenu à la deuxième tentative. Et il a été confirmé cette année, donc l'IDEX de Grenoble est confirmé définitivement, conformément au plan de marche qui avait été fixé avec les deux phases de fusion. Il me reste 1 minute, c'est ça André, 1 minute, pour répondre à la question et la documentation dans tout ça. Eh bien, la documentation dans tout ça, elle accompagne ce mouvement. En tout cas, le mouvement fusion 2016, la fusion 2020, c'est d'une certaine manière un peu plus compliqué. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Et avec une structuration qui a porté depuis 5 ans tous ses fruits, à savoir la documentation organisée au sein d'une direction générale déléguée, au même titre que la formation, la recherche, les relations internationales, ou sur les DGD support, les ressources humaines, les finances. Ça nous a permis de porter les projets de la documentation au meilleur niveau décisionnel de l'université. Après, encore une fois, sur la fusion de 2020, il reste encore des ajustements à faire. Voilà, je suis dans les temps. Parfait. Merci et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Frédéric pour la présentation et le respect du temps et d'avoir posé bien clairement les ambitions politiques qui ne se sont pas cachées par rapport justement à ces enjeux de classement internationaux et de positionnement politique. Et donc pour terminer cette série de pitch, Coralie, pour donc une modalité qui est un peu différente, qui est celle de l'association des établissements. Oui, une modalité différente, un point de vue différent également, puisque je vais vous parler à partir de la perspective d'un établissement membre, l'Université de Toulon étant membre de notre association, donc Aix-Marseille-Provence Méditerranée, portée par le chef de file AMU. J'ai oublié de démarrer la... Pardon. Donc, parmi les 3 types de structuration qui étaient prévus par la loi Fioraso, l'association était, c'est peut-être un peu la moins connue, c'est aussi celle qui était présentée comme la moins contraignante. Dans notre cas, elle se traduit simplement par des conventions qui sont passées entre les 4, j'allais dire États membres, mais les 4 établissements membres et Aix-Marseille Université. C'est donc Aix-Marseille, c'était l'objectif de la loi Fioraso, si vous vous souvenez. C'est donc Aix-Marseille Université qui est l'unique porteur du site
notamment pour la négociation, tout ce qui est contractualisation. L'association Aix-Marseille-Provence-Méditerranée a vu le jour en 2016, mais elle fait suite, vous le savez, à un événement fondateur pour le paysage universitaire provençal, qui est la fusion d'AMU, qui a déjà créé un premier niveau de regroupement, un premier périmètre, qui s'est vu doublé, je dirais, par l'obtention de l'IDEX la même année en 2012. Dans le périmètre IDEX, on retrouve donc l'École centrale de Marseille, l'IEP, qui sont également membres du site, et d'une certaine manière, l'association, le décret d'association en 2016, est venu ajouter un troisième niveau en rattachant, même si le terme a été repoussé, le site d'Avignon, en rattachant au site, pardon, Avignon Université et Université de Toulon. Sur cette carte tirée de l'atlas régional de l'ESR, vous voyez, j'ai simplement ajouté à droite la démarcation verte qui est la démarcation académique. Donc on est dans la région sud PACA, avec la spécificité donc, qui est l'implantation de 2 IDEX sur une même région, puisque Nice est également IDEX. Donc vraiment une espèce de symétrie un peu parfaite, avec Toulon au milieu, 2 gros établissements, et puis 2 établissements de taille plus modeste, Toulon et Avignon, qui articulent en quelque sorte la proximité sur ce territoire de la région sud. Alors, c'était... Voilà, il aurait pu se produire quelque chose de relativement simple, de relativement binaire, et en fait là où il y a un petit effet disruptif apporté par le choix de l'université de Toulon, donc il y a eu un moment tentation, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un moment tentation ou envie de continuer. Toulon par exemple était en des relations partenariales avec l'université de Nice à l'époque et l'université de Marseille. Il y a eu la tentation de continuer. Les choses ont été ensuite éclaircies et le rattachement devait se faire à un seul établissement. Toulon a privilégié Aix-Marseille. Voilà. Je reviens à ce que Sandrine, tu disais tout à l'heure, des effets de poupée gigogne, les effets d'imbrication, là, notamment au niveau du Var. On les voit bien, hein, puisque on a plusieurs structurations qui se recoupent. Alors, en traduction universitaire, si vous voulez, rien de révolutionnaire, hein, ça n'a pas modifié le paysage des BU. Vous voyez le gros pôle bleu représenté par les bibliothèques d'AMU qui irriguent les départements alpins de la région. Vous voyez les bibliothèques d'école ou de l'IEP qui sont associées au pôle d'Aix-Marseille. Vous avez le pôle varois avec une implantation de BU sur l'aire toulonnaise et un site distant à Draguignan, et vous avez l'implantation vauclusienne au niveau d'Avignon. Alors ce qui est important de dire, c'est que voilà, contrairement aux 2 modèles précédents, ce qui à mon sens en tout cas fait l'association sur cette carte, c'est purement ces liens là qui se dessinent entre nos universités. Alors on a un des enjeux, c'était dans cet environnement, donc vous le savez, qui était particulièrement mouvant, particulièrement en transformation. L'idée était de faire émerger des possibilités de collaboration, de mutualisation, avec des échelles, qui, vous le voyez ici, sont radicalement différentes. Hein. Ce sont des chiffres qui datent un peu, puisqu'ils sont tirés de cet atlas, mais voilà, vous voyez les différences entre les établissements. Vous savez aussi que dans une association, il n'y a pas de transfert de compétences. Les établissements choisissent les champs d'action qu'ils souhaitent partager, qu'ils souhaitent mettre en commun. Donc là, c'était pour moi un des gros points d'interrogation pour les services documentaires. La difficulté, l'interrogation, c'était vraiment de se demander mais quelle pertinence apporte l'échelle du site comme nouveau territoire de coopération documentaire par rapport, vous vous en doutez, la richesse, les structures de mutualisation ou de collaboration dont nous disposons déjà et qui sont particulièrement riches. Alors ça n'a pas découragé à l'époque les directeurs de SCD, donc Joanne Berthy pour AMU, Jackie Barbe pour Avignon et Daniel Aymar pour Toulon.
Et l'un des premiers enjeux dont ils se sont saisis, je crois, ça a été tout simplement d'affirmer la présence des BU et leur nécessaire participation à la stratégie de site. Et ça s'est fait vraiment à l'occasion, pas à l'occasion du décret, où la documentation est peu représentée dans les conventions. Ça s'est fait vraiment au moment de la contractualisation, à l'occasion de l'élaboration du contrat de site. On a bien été aidé sur ce processus par un stage DCB, réalisé par Corinne Maubernard, donc, à qui il avait été demandé de formaliser à la fois un état des lieux et une feuille de route. C'est la première phase, en quelque sorte, de déclinaison de la politique de site dans nos services documentaires a été vraiment utile, déjà pour porter un projet documentaire de site avec un discours le plus clair, le plus étayé possible auprès de nos gouvernances. Ça nous a aussi permis d'avoir une vision détaillée, en tout cas programmatique, des synergies possibles et souhaitables. Donc vous avez là, c'est un work in progress, hein, vous avez là un peu vous retrouvez les 5 axes qu'on a identifiés: la formation des usagers, la formation continue, bien sûr les services à la recherche et la science ouverte, et à venir la vie étudiante et la politique documentaire. Comme vous le voyez, on a commencé par ce qui est formation aux usagers. Alors c'est pas un hasard, un des projets fédérateurs pour le site était lié à cette problématique de la transformation numérique des enseignements. Les BU, les services documentaires, se sont greffés sur ce projet et ont finalement, après un premier temps, donc après le lancement du GT, après un premier temps de mise en commun, de partage d'expérience, assez vite, les collègues ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour la transformation numérique et pédagogique qu'ils ont obtenu avec brio et qui a donné naissance au projet que vous découvrez ici ou sur lequel vous avez peut-être eu l'occasion hier d'échanger avec Jean-Luc Bidot et Muriel Fayol sur le stand d'AMU. Donc un projet qui vise à créer ensemble des ressources numériques flexibles et ouvertes pour accompagner les étudiants dans l'acquisition de compétences informationnelles. Ce projet, alors je ne veux pas vendre la peau de l'ours, et surtout je ne voudrais pas donner l'impression que les choses se font facilement. C'est un énorme investissement de la part des collègues, mais pour moi, voilà, j'ai un peu choisi le focus sur ce projet, parce que déjà c'est la réalisation la plus avancée, mais aussi parce qu'on a un exemple d'alignement stratégique entre la stratégie des SCD et celle des établissements du site. On a aussi quelque chose qui est spécifique à notre association, qui dès le début s'est affirmée comme une association de projet. Donc c'est vraiment autour du projet, de la réponse à l'appel à projet, que se fédère, que se légitime même l'association, le site AMPM. Également de ce principe tout simple, hein, qui est, alors je cite Rostan Mehdi, ne rien faire seul de ce qui peut être accompli ensemble plus efficacement, qu'on appelle le principe de subsidiarité, et qui permet pour une université de l'échelle, pour un service documentaire de l'échelle qui est celui de l'université de Toulon, de passer un cap, de se lancer dans un projet qui n'aurait pas été envisageable sans ces possibilités de mutualisation. Alors j'ai une petite métaphore ou comparaison hydraulique avec un petit clin d'œil à Philippe Lamour, grand aménageur du territoire, pour illustrer un petit peu voilà, ce passage d'une mutualisation, de mise en commun des pratiques à vraiment une coordination, voire une mutualisation de nos efforts. Un sujet qu'il faudrait creuser, c'est celui de l'impact, déjà au bout de 5 ans, de l'impact de cette nouvelle organisation sur l'environnement. Alors très clairement, sur les équipes, en tout cas dans mon service, on a vraiment un sentiment d'appartenance, une évolution forte qui se développe. Les projets sont encore en cours, donc pour les cibles que vous voyez ici, c'est encore en construction. Je tiens quand même à préciser que dans notre contexte associatif, les questions de documentation électronique qui ont été rebattues, je le sais, restent une problématique gênante, bloquante et importante.
Pour finir sur une note plus positive, on doit, lorsque notre vaillant chef de file aura quelque peu récupéré, on doit lancer le GT Sciences ouvertes, voilà, qui apportera aussi, qui offrira bien sûr énormément de possibilités de mutualisation, de collaboration, qui apportera aussi peut-être indirectement une réponse, au moins à nos enseignants-chercheurs, à ces problématiques de documentation électronique. Merci de votre attention et de... Merci beaucoup, Coralie. C'est effectivement très intéressant de voir que le choix de l'association, qui est une forme plus légère, n'empêche pas non seulement des échanges et de la coopération, mais aussi la réalisation d'actions concrètes. Alors, il y a sans doute des questions dans la salle. Avant de lancer les questions, je voudrais juste revenir sur un point, parce que vous en avez parlé, le sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire, le sentiment d'appartenance, quand on est dans un établissement expérimental, quand on fait une fusion? Qu'est-ce que ça veut dire pour les services documentaires, et en quoi, éventuellement, les services documentaires participent du sentiment d'appartenance au niveau de la nouvelle structure qui se crée? Il y a, comment dire, un slogan qui est sur le kakémono en bas. Il y a marqué « Aix-Marseille Université socialement engagée ». Donc il y a une chose qui a été un peu, qui n'a pas été dite en tout cas dans les échanges que nous avons eus, c'est l'impact de l'université sur la société. Je trouve que c'est très important. Quand on discute avec un maire de ville moyenne ou un adjoint au maire, responsable de l'ESR, ce dont il parle, c'est je manque d'infirmiers, je manque de médecins, je manque de profs. Et ce que je demande à l'université, c'est de former des gens qui puissent me permettre de faire vivre mon territoire. Ça, c'est vraiment important. L'autre chose, c'est, toujours le même ordre d'idée, hein, c'est la question des valeurs. Au niveau de l'université de Clermont, on a un engagement particulier vis-à-vis des réfugiés. On a accueilli des enseignants syriens qui ont été très vite intégrés à une équipe pédagogique pour être en situation de dispenser des cours. Et avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, nous accueillons cette année des étudiants qui sont en situation extrême. Donc il y a ce ciment-là qui est important, en quelque sorte, au niveau des territoires et plus globalement au niveau des valeurs à défendre auprès des étudiants, ce ciment-là qui doit prendre. Alors, quelle est la place de la documentation là-dedans? C'est évidemment de faire notre boulot, c'est-à-dire de faire en sorte d'accompagner au mieux les enseignants pour former les cadres dont le territoire a besoin, et aussi pour être, à chaque fois que c'est possible, une caisse de résonance des valeurs portées par l'université. Et je pense que c'est une des manières de renforcer le sentiment d'appartenance. La question du sentiment d'appartenance, je pense que c'est effectivement très importante. On l'a beaucoup travaillé à l'UGA dans la première phase de la fusion entre 2016 et 2020, parce que on fusionnait 3 anciennes universités qui remontaient aux années 1970, hein, avec l'université créée à la suite de la loi Edgar Faure de 70. Après 68, l'université de Grenoble était plus ancienne, mais les 3 universités, elles remontent à ce moment-là. Et elles ont mené leur vie indépendamment l'une de l'autre pendant 40 ans, 50 ans presque. Et donc la question de l'appartenance, on l'a beaucoup travaillé pendant cette phase de la première fusion, pendant les 5 années qui vont de 2016 à 2021. Ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer... Alors pour les étudiants, c'était plus facile, parce que les étudiants, ils changent tous les ans, donc ceux qui arrivaient en 2017, ce qui se passait avant... Je ne savais même pas qu'il y avait eu 3 universités précédemment à Grenoble. Mais en revanche, pour les enseignants-chercheurs, plus largement pour les personnels, c'était une vraie question, comme on dit. Et ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on a réussi,
progressivement à faire oublier l'appartenance aux anciennes universités et à créer l'appartenance à une nouvelle université. Je n'en dirai pas autant des effets de ce sentiment d'appartenance à l'EPE 2020. Je pense que là, il y a encore un travail à faire. Quant à ce que disait Fabrice sur les collectivités territoriales, je trouve que c'est une question très intéressante. On en a eu un aperçu un peu particulier en lien avec les bibliothèques, justement. Il y a une dizaine de jours, à Valence. On a inauguré officiellement à Valence, il y a une dizaine de jours, c'était le 17 septembre, une bibliothèque universitaire. Cette bibliothèque universitaire, c'est un projet qui s'est étendu sur une vingtaine d'années, donc il a fallu 20 ans pour faire aboutir ce projet, suite à un travail extrêmement important qui s'intitule le rapport Berthy. Je ne vous en dis pas plus, mais il y en a un assis à cette table ronde qui sait de quoi je parle. On a donné à cette bibliothèque le nom de Rodolphe Pess. Alors, Rodolphe Pess, je ne sais pas s'il y en a dans l'amphi qui se souviennent de qui était Rodolphe Pess. Je vous donne juste un élément de compréhension. Donc, il a été le maire de Valence, mais ça, on n'est pas obligé de le savoir. Mais en revanche, il a été le rapporteur de la loi sur le prix du livre en 1981. Donc, pour nous, bibliothécaires, ça a du sens. Et on a donné son nom à cette bibliothèque, et il se trouve qu'on a donné son nom à une personne qui est encore en vie. Il a 85 ans, mais il est encore en vie, et il est venu à l'inauguration, et on l'a fait parler. Et c'était extrêmement intéressant, parce qu'il n'a pas tellement parlé ni de bibliothèque, ni de la loi sur le prix du livre, encore qu'il en ait parlé un peu en aparté. Mais en revanche, il a parlé de ce dont tu parlais, Fabrice, à savoir le lien entre université et collectivité territoriale. Et j'ai trouvé son discours extrêmement intéressant, parce qu'il a montré à quel point, effectivement, pour un maire de ville moyenne, Valence est une ville moyenne, hein, sans aucune notion péjorative dans le qualificatif, et il a montré donc à quel point l'université à Valence avait servi le développement des collectivités territoriales, mais du territoire et de la population de ces territoires. Et cette démonstration, son discours était convaincant de ce point de vue-là. On le savait, on maintient cette délocalisation de l'UGA à Valence depuis de très nombreuses années, mais l'entendre de la bouche d'un élu qui n'est plus aux affaires et qui insistait, il n'a parlé que de ça en fait, qui insistait sur le fait que l'université dans un territoire joue un rôle extrêmement important. J'ai trouvé que c'était très fort comme parole, et ça remet aussi un peu en perspective le travail que nous avons à faire tous les jours, y compris sur le terrain des bibliothèques. Quel sens est-ce que ça a d'avoir l'implantation de nos bibliothèques respectives, les uns et les autres, dans un territoire donné? Voilà. Bon, ce qui n'empêche pas non plus après de recevoir des chercheurs qui viennent de Berkeley ou de n'importe où ailleurs dans le monde. Mais ce lien avec un territoire donné, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. Après cette entrée en matière, nous allons laisser du coup la parole circuler dans la salle, donc, et nos intervenants vont pouvoir vous répondre, échanger avec vous. En attendant, pour meubler, juste dire que lorsque le président nous a demandé de l'UCA ce qu'on pourrait faire au niveau des bibliothèques pour renforcer le sentiment d'appartenance, j'ai suggéré quelque chose, mais je ne sais pas si j'en reviendrai jamais à bout. C'est de faire une grande collecte auprès des étudiants, bien sûr, mais surtout des anciens étudiants sur les territoires auvergnats, de tout le passé universitaire, avec l'idée, puisqu'on a 2 bancs de numérisation à l'université, donc à la BU plus particulièrement, d'arriver à constituer
une sorte d'embryon archivistique, en fait, hein, archivistico-documentaire, de l'histoire de l'université à travers des affiches, des tracts, bon, un tas de choses, on peut imaginer. Bon, la question, c'est que la bibliothèque ne peut pas porter ça tout seul. Donc, on va mettre en place, enfin, j'ai suggéré qu'on mette en place une sorte de comité de pilotage et on verra ensuite si on peut arriver au bout de ce projet. Excuse-moi, je suis bavard. Oui, bonjour, Céline Bourrasso de l'École centrale de Nantes. J'aurais deux questions. L'une pour Monsieur Boyer. J'ai noté que vous parliez d'un learning center avec des implantations relais dans les territoires et d'un learning center en lien avec les évolutions de la pédagogie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et une question pour Monsieur Sabi. Vous avez un petit peu fait un appel du pied à plusieurs reprises dans votre intervention. On a l'impression que le PE récent, avec intégration des établissements composantes, rencontre plus de difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus également? Merci d'avance. Sur la question territoriale et des implantations relais, il se trouve que le président m'avait demandé de coordonner le groupe de travail qui devait préfigurer les sites pour cet aspect-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai les aspects d'évolution pédagogique et documentaire. Et la proposition, vraiment la première des propositions qui est ressortie, c'est l'idée d'innerver les territoires. C'est extrêmement important. En fait, il y avait eu un projet au début des années 2010 qui s'appelait A2X et qui avait consisté à doter 3 campus en région, Aurillac, le Puy-en-Velay et Montluçon, de plateaux technologiquement avancés, greffés sur des implantations IUT. Bien. Et j'ai tout de suite, à l'époque, dit que c'était dommage de ne pas penser dans le prolongement un domino, en quelque sorte, Learning Center, en associant ressources documentaires et ressources pédagogiques. Et à travers l'ICIT, j'ai pu revenir, en fait, j'ai pu remettre un pied dans la porte, et la chose est en train de se concrétiser. Il y a des ingénieurs PEDA qui ont été, comment dire, nommés, désignés et implantés sur les différents campus dont je parle. Et l'idée, c'est véritablement de les faire travailler ensemble, bibliothécaires et ingénieurs PEDA, sur les sites pour être les relais du Learning Center central qui sera implanté au cœur de Clermont. Alors sur la question des établissements composantes, établissement composante, c'est le terme générique qui est utilisé dans l'ordonnance de 2018. Mais à Grenoble, on n'utilise pas tellement ce vocable, on l'utilise dans des circonstances que je qualifierais d'officielles, mais dans les statuts de l'établissement public expérimental UGA, on les appelle les composantes avec personnalité morale, et à côté, évidemment, il y a les composantes sans personnalité morale. Et donc l'UGA dans son ensemble, c'est le rassemblement de ces deux séries de composantes, sans personnalité morale et avec personnalité morale. Alors les composantes avec personnalité morale, donc il y en a 3, Grenoble INP, l'Institut d'études politiques et l'école d'architecture. Pourquoi est-ce qu'elles ont gardé leur... Et puis chapeautées par un établissement public expérimental qui lui aussi a évidemment la personnalité morale. Je ne suis pas juriste, mais je trouve que c'est quand même, juridiquement parlant, c'est un tour de force quand même, hein, cette affaire-là. Bon. Mais encore une fois, c'est un commentaire de profane. Je ne suis pas juriste. Les composantes alors, les composantes avec personnalité morale. Pourquoi est-ce qu'elles sont restées avec personnalité morale? Tout simplement, je pense que si on leur avait dit vous abandonnez votre personnalité morale, la fusion de 2020 ne se faisait pas. Et l'établissement public expérimental n'aurait pas été construit. Ça s'est fait au prix de l'acceptation que ces 3 entités conservent leur personnalité morale. C'était effectivement particulièrement revendiqué, notamment par Grenoble INP, qui est la plus grosse de ces 3 entités. Et les composantes sans personnalité morale, ce sont en fait les anciennes UFR de l'UGA périmètre de 2016, mais qui ont été recomposées. Alors, ça rejoint d'ailleurs un point que j'ai trouvé extrêmement intéressant
dans la conférence inaugurale de ce matin sur la question de la recomposition des disciplines, ou plus exactement du fait que le monde universitaire français, pas le seul d'ailleurs, mais en tout cas le monde universitaire français est en train de se recomposer au-delà des disciplines d'appartenance qui étaient le socle qu'on croyait intangible, hein, en fait. Et donc on a rassemblé les anciennes UFR de l'UGA périmètre 2016 au sein de ces composantes sans personnalité morale et avec des regroupements disciplinaires qui peuvent paraître surprenants au premier abord. Par exemple, une de ces composantes rassemble comme discipline la médecine, la pharmacie, les lettres, l'histoire, la sociologie, la psychologie, la philosophie, les sciences de l'éduc, et puis c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. C'est vrai que mettre ensemble médecine et littérature française, ça ne me paraît pas aller de soi spontanément. Mais ça a été fait, et ça n'est pas forcément sans intérêt du point de vue de la recomposition de ces disciplines dont on a parlé ce matin dans la conférence inaugurale. Bonjour, Françoise Truffert, Université Polytechnique Hauts-de-France. Je voulais juste apporter un témoignage en tant que service commun de documentation au sein d'un EPE. Donc on est à peu près sur le même timing que ce qui a été dit, hein, création début septembre 2019, enfin décret, et puis création au 1er janvier 2020. Nous, à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, ils ont rassemblé un certain nombre de composantes déjà existantes, dont une école d'ingénieurs, qui était une composante de l'ancienne Université de Valenciennes, pour créer un INSA. Et on a intégré par ailleurs 2 écoles d'art. Donc effectivement, on a également la problématique du ministère différent. Juste un témoignage en tant que pour le service documentaire. Donc, on nous avait dit dès le départ qu'on serait commun à l'INSA Hauts-de-France et à l'UPHF, donc Université Polytechnique Hauts-de-France, que l'objectif n'était pas du tout d'avoir un deuxième SCD. Donc, nous, on était tout réjouis, bien sûr. Mais en fait, concrètement, c'est encore le cas, hein, je rassure tout le monde, mais ça apporte énormément de complexité, de mon point de vue, hein, parce qu'au départ, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, et en plus, les INSA font partie d'un réseau, donc maintenant, on se rend compte qu'au niveau financier, par exemple, il va falloir qu'on négocie peut-être avec l'INSA s'ils ont des besoins particuliers, et puis il faut que ce soit inscrit dans des contrats d'objectifs et de moyens pour qu'on récupère quand même l'argent. Enfin bon, c'est au niveau documentaire, c'est moins, je trouve que c'est plus complexe pour rendre un service qui n'est pas forcément meilleur. Voilà, même si c'est des gros mots ce que je dis, mais je les dis quand même. Voilà, alors après, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit par Frédéric Saby. Ces créations de PE au niveau juridique, administratif, ça semblait une bonne idée parce que bien sûr, derrière, il y a la volonté d'émarger au classement. Hein, c'est tout ce qu'on a déjà dit sur non seulement le classement, la bibliométrie des enseignants-chercheurs, mais aussi maintenant le classement des universités. Mais quand même, on fait des constructions qui, sur le papier, semblent cohérentes, et après, on s'engage dans des discussions, des arguties juridiques et administratives sans fin, qui sont extrêmement coûteuses en temps et en énergie. Voilà. Mais s'il y a d'autres avis dans la salle, parce que
on est maintenant beaucoup de PE. Alors Fabrice souhaite réagir, et puis après, si jamais il y en avait une, on prendra une toute dernière question, et on ira déjeuner, car nous sommes des êtres de chair et de sang. Oui, alors pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été consulté d'emblée par le président et puis la directrice de l'INP, et j'ai suggéré de fermer la bibliothèque de l'INP, enfin de ce qu'elle allait devenir l'INP, parce que tout simplement on est sur un campus, où il y a une bibliothèque centrale de sciences, et la bibliothèque de ex-Sigma, qui pouvait devenir la bibliothèque de l'INP, était distante de 100 mètres. Donc, pour des raisons de rationalisation évidentes, j'ai expliqué qu'il était sans doute plus cohérent de repenser l'espace qui était au sein de Sigma, donc futur INP, pour en faire quelque chose au cœur de l'école, et de rapatrier sur la bibliothèque des sciences les moyens humains, et comment dire, de construire une offre principalement de formation à destination de l'INP qui s'était créée. Voilà. Donc j'ai eu cette confiance-là, et ça m'a effectivement simplifié les choses. Une dernière question, s'il y en a une. Oui, par là-bas. Bonjour, Anna Svenbro, Bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc ma question s'adresse à Fabrice Boyer, et je voudrais revenir sur l'axe sur la science ouverte et la diffusion de la culture scientifique que vous avez mentionné donc, dans votre intervention. Et à Clermont, vous avez un pôle d'édition numérique pour les revues en OA. Et je voudrais savoir comment le SCD dialogue concrètement avec les autres entités parties prenantes dans ce pôle. Comment vous dialoguez avec les MSA, enfin, la MSH, les presses universitaires, le service informatique, donc dans le cadre de cet axe de développement de la science ouverte et de la diffusion de la culture scientifique. Oui, alors en fait, donc ça s'appelle Pollen, le pôle d'édition numérique. Au niveau de l'UCA, il y a des réunions régulières pour avancer, et surtout, on est actuellement dans une phase d'audit. C'est-à-dire que une personne de Lyon est en train, donc extérieure, volontairement extérieure, est en train d'auditer le dispositif pour nous proposer des améliorations. Voilà. Donc très concrètement, et de manière extrêmement pragmatique, chacun fait en fonction de ses points forts et apporte. Donc nous, on travaille sur OJS, voilà. Bon, bref, principalement pour l'édition. L'édition de ce type, quand la MSH est spécialisée sur l'ODEL, etc. Bon, bref, on s'est partagé les choses, mais il est évident que des points d'amélioration sont à apporter, et cet œil extérieur va nous permettre d'avancer. Et pour le contrat qui va commencer, puisque là on est en retard évidemment avec la Covid et puis la structuration de l'UCA-EPE, bon, ça nous a fait prendre du retard sur le contrat d'établissement 21-26, mais pas plus tard qu'hier, j'étais en liaison avec la chargée de mission du président sur la science ouverte pour justement avancer sur le dossier. Bien, merci beaucoup. Allez, une vraiment toute dernière, parce que le collègue a l'air vraiment motivé pour la poser, cette question. Mais vraiment, ce sera la dernière. Merci. Bonjour, Grégory Golkanab de l'Université d'Evry. Je voulais vous poser une question parce que dans les regroupements, on a parlé beaucoup des territoires, de l'aménagement, etc., de toute cette logique prégnante et qui est vraiment installée dans un espace défini. Mais il y a une autre dimension, et c'est intéressant parce que personne n'en a parlé, c'est aussi le croisement avec les organismes nationaux de recherche et comment cette problématique au niveau de la documentation est aussi abordée, puisque au niveau national, il y a beaucoup d'instances où les universités, tout le tissu de l'ESR, de l'enseignement supérieur et de la recherche discutent, et comment ça s'incarne au niveau local, parce qu'on a peut-être l'impression que
il y a un chevauchement, mais tout le monde ne vole pas à la même altitude. Et donc, comment les politiques locales qui se structurent et les politiques nationales peuvent s'emboîter, puisque c'est une autre dimension. Et donc, on a l'impression, voilà, il y a 2 cartes et 2 territoires, peut-être. Alors, je pousse un peu le bouchon, mais voilà, c'est d'avoir votre perception et comment vous pouvez le vivre ou comment vous pouvez le projeter pour structurer ces questions-là. Merci Grégory pour ta question. Alors Frédéric va avoir cette gageure en 2 secondes de te répondre. Je propose de répondre en premier parce que la réponse va être extrêmement facile pour ce qui concerne l'UGA. Donc à Grenoble, je l'ai évoqué tout à l'heure, en matière d'organismes de recherche, il y a le CEA, donc il y a un très très gros morceau à Grenoble. D'une certaine manière, même le site scientifique grenoblois, depuis bientôt un siècle, se structure autour du CEA. On ne peut pas dire exactement les choses comme ça, mais enfin, c'est un très très gros morceau. Il y a le CNRS et l'ensemble de ses laboratoires, il y a l'INRIA, et il y a des morceaux d'INSERM, notamment à travers le CHU. La documentation dans tout ça, 0. Rien, c'est un débat qui n'existe pas. La réponse est facile. Voilà. Je vais être un tout petit peu plus optimiste que mon voisin, mais bon, c'est Clermont-Ferrand, alors on n'est pas très grand, donc on se connaît tous. Illicite a véritablement fait se connaître mieux les différents partenaires. Enfin, moi, j'en ai l'intime conviction. Donc, on a fait une exposition qu'on a mise en ligne là, au mois de septembre, dans le cadre de l'axe 1 de l'ICIT, qui est une exposition qui est, comment dire, qui doit beaucoup à l'INRAE. Il faut être clair. C'est sur l'amélioration de l'élevage, enfin, des problématiques qui sont très centrées sur le Massif central. Je reviendrai sur l'INRAE, parce que bon, j'ai parlé de la chargée de mission, comment dire, sciences ouvertes. Bon, elle est INRAE. Enfin, l'INRAE, tu parlais du CEA qui a un poids considérable à Grenoble. Nous, c'est l'INRAE, enfin, très clairement, et qui est moteur et qui a un poids important localement. Bien, ben merci beaucoup. Vous avez vu que dans ce deuxième temps, on a plongé au cœur des cartes et de certains territoires. Alors évidemment, on aurait pu illustrer par d'autres exemples. On a choisi ceux-là et on sera sans doute forcément critiqué et contesté, mais on assumera jusqu'au bout. On voudrait remercier évidemment nos 3 intervenants qui se sont prêtés à ce jeu. On va maintenant prendre une pause méridienne bien méritée avant de se retrouver frais et dispo pour le 3e temps de la journée. Merci beaucoup.